Bayard Jeunesse présente 35 kilos d'espoir, un roman écrit par Anna Gavalda et lu par Mézig, Laurent Deutsch. Je hais l'école. Je la hais plus que tout au monde, et même plus que ça encore. Elle me pourrit la vie. Jusqu'à l'âge de 3 ans, je peux dire que j'ai été heureux. Je ne m'en souviens plus vraiment, mais à mon avis ça allait. Je jouais, je regardais ma cassette de Petit Ours Brun 10 fois de suite, je dessinais, et j'inventais des milliards d'aventures à Gros Doudou, mon chien en peluche que j'adorais. Ma mère m'a raconté que je restais des heures entières dans ma chambre à jacasser et à parler tout seul. J'en conclus donc que j'étais heureux. À cette époque de ma vie, j'aimais tout le monde. Et je croyais que tout le monde s'aimait. Et puis quand j'ai eu 3 ans et 5 mois, patatras, l'école. Il paraît que le matin, j'y suis allé très content. Mes parents avaient dû me bassiner avec ça pendant toutes les vacances. Tu as de la chance, mon chéri. Tu vas aller à la grande école. Regarde ce beau cartable tout neuf. C'est pour aller dans ta belle école, et nanana, et nanana. Il paraît que j'ai pas pleuré. Je suis curieux. Je pense que j'avais envie de voir ce qu'ils avaient comme jouets et comme Lego. Il paraît que je suis revenu enchanté à l'heure du déjeuner, que j'ai bien mangé, et que je suis retourné dans ma chambre raconter ma merveilleuse matinée à Gros Doudou. Eh bien, si j'avais su, je les aurais savourées ces dernières minutes de bonheur. Parce que c'est tout de suite après que ma vie a déraillé. On y retourne, a dit ma mère. Où ça? Eh bien, à l'école. Non. Non quoi? Oh, je n'irai plus. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça y est, j'ai vu comment c'était, et ça ne m'intéresse pas. J'ai plein de trucs à faire dans ma chambre. J'ai dit à Gros Doudou que j'allais lui construire une machine spéciale pour l'aider à retrouver tous les os qu'il a enterrés sous mon lit. Alors je n'ai plus le temps d'y aller. Ma mère s'est agenouillée, et j'ai secoué la tête. Elle a insisté, et je me suis mis à pleurer. Elle m'a soulevé, et je me suis mis à hurler. Et elle m'a donné une claque. C'était la première de ma vie. Voilà. C'était ça, l'école. C'était le début du cauchemar. Cette histoire, j'ai entendu mes parents la raconter 1 milliard de fois. À leurs amis, aux maîtresses, aux profs, aux psychologues, aux orthophonistes et à la conseillère d'orientation. Et à chaque fois que je l'entends, ça me rappelle que je ne lui ai jamais construit son détecteur d'os à Gros Doudou. Maintenant, j'ai 13 ans, et je suis en 6e. Oui, je sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous explique tout de suite. Ce n'est pas la peine de compter sur vos doigts. J'ai redoublé 2 fois, le CE2 et la 6e. L'école, c'est toujours le drame à la maison. Vous pouvez imaginer. Ma mère pleure et mon père m'engueule. Ou alors c'est le contraire. C'est ma mère qui m'engueule et mon père qui ne dit rien. Moi, ça me rend malheureux de les voir comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux leur dire dans ces cas-là? Rien, je ne peux rien dire, parce que si j'ouvre la bouche, c'est pire que tout. Eux, ils ne trouvent qu'une chose à répéter comme des perroquets. Travail. Travail, travail, travail. Travail. D'accord, j'ai compris, je suis pas complètement crétin quand même. Moi, je voudrais bien travailler, mais l'ennui, c'est que je n'y arrive pas. Tout ce qui se passe à l'école, c'est comme si c'était du chinois pour moi. Ça me rentre par une oreille et ressort par l'autre. On m'a emmené voir des milliards de docteurs, pour les yeux, pour les oreilles, et même pour le cerveau. Et la conclusion de tout ce temps perdu, c'est que j'ai un problème de concentration. Tu parles. Moi, je sais très bien ce que j'ai. Il suffit de me le demander. Je n'ai pas de problème, j'en ai aucun. C'est juste que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, point à la ligne. J'ai été heureux une seule année à l'école. C'était en grande section de maternelle, avec une maîtresse qui s'appelait Marie. Elle, je ne l'oublierai jamais. Quand j'y repense, je me dis que Marie est devenue institutrice juste pour continuer à faire ce qu'elle aimait dans la vie. C'est-à-dire bricoler, créer, fabriquer des choses. Je l'ai tout de suite aimée. Dès le premier matin du premier jour. Elle portait des vêtements qu'elle avait cousus elle-même, des pulls qu'elle avait tricotés et des bijoux qu'elle avait inventés. Il ne se passait pas une journée sans que nous ramenions quelque chose à la maison. Un hérisson en papier mâché, un chat avec une bouteille de lait, une souris dans une coquille de noix, des mobiles, des dessins, des peintures, des collages. C'était une maîtresse qui attendait pas le jour de la fête des mères pour nous demander de mettre la main à la pâte. Elle disait qu'une journée réussie était une journée où on avait produit quelque chose. Quand j'y pense,
Je me dis que cette année de bonheur est aussi à l'origine de tous mes malheurs. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris une chose très simple. Rien ne m'intéressait plus au monde que mes mains et ce qu'elles pouvaient fabriquer. Pour en finir avec Marie, je sais aussi ce que je lui dois. Je lui dois un CP à peu près convenable. Parce qu'elle avait bien compris à qui elle avait affaire. Elle savait que les larmes me montaient facilement aux yeux quand il s'agissait d'écrire mon prénom, que je ne retenais rien et que c'était l'horreur pour moi de réciter une comptine. À la fin de l'année, le dernier jour, je suis allé lui dire au revoir. Ma gorge était serrée et j'avais du mal à parler. Je lui ai tendu mon cadeau. C'était un super pot à crayon avec un tiroir pour les trombones, un autre pour les punaises et un endroit pour poser sa gomme et tout ça. J'avais passé des heures à le mettre au point et à le décorer. Je voyais bien que ça lui faisait plaisir et qu'elle avait l'air aussi émue que moi. Elle m'a dit « Moi aussi j'ai un cadeau pour toi, Grégoire. » C'était un gros livre. Elle a ajouté « L'année prochaine, tu seras chez les grands, dans la classe de Madame Darret, et il faudra que tu t'appliques beaucoup. Tu sais pourquoi ?» J'ai secoué la tête. Pour pouvoir lire tout ce qu'il y a là-dedans. Une fois chez moi, j'ai demandé à ma mère de me lire le titre. Elle a mis ce gros livre sur ses genoux et elle a dit « 1000 activités pour les petites mains ». Oh là là, que de bazar en perspective. J'ai détesté Madame Darret. J'ai détesté le son de sa voix, ses façons et sa sale manie d'avoir toujours des chouchous. Mais j'ai appris à lire, parce que je voulais fabriquer l'hippopotame en boîte d'œufs de la page 124. Sur mon bulletin de fin de maternelle, Marie avait écrit « Ce garçon a une tête en forme de passoire, des doigts de fée et un cœur gros comme ça. On devrait réussir à en faire quelque chose. » C'était la première et dernière fois de ma vie qu'un membre de l'éducation nationale ne me saquait pas. De toute façon, j'en connais plein des gens qui aiment pas ça. Vous, par exemple, si je vous demande « Tu aimes l'école ?» Vous allez secouer la tête et me répondre que non, c'est évident. Il n'y a que les super faillots pour dire oui. Ou alors ceux qui sont tellement bons que ça les amuse de venir tous les matins tester leurs capacités. Mais sinon, qui aime vraiment ça? Personne. Et qui déteste vraiment ça? Pas grand monde non plus. Si, il y a ceux qui sont comme moi, ceux qu'on appelle des cancres, et qui ont tout le temps mal au ventre. Moi, j'ouvre les yeux au moins 1 heure avant que mon réveil sonne. Et pendant 1 heure, je sens mon mal de ventre qui enfle, qui enfle. Au moment de descendre de mon lit superposé, j'ai tellement mal au cœur que j'ai l'impression d'être sur un bateau en pleine mer. Le petit déjeuner est un supplice. En vérité, je ne peux rien avaler. Et comme ma mère est toujours sur mon dos, je prends des biscottes. Dans le bus, mon mal de ventre se transforme en une boule très dure. Si je rencontre des copains et qu'on parle de Zelda, par exemple, ça va un peu mieux. La boule diminue, mais si je suis seul, elle m'étouffe. Mais le pire du pire, c'est quand j'arrive sous le préau. C'est l'odeur de l'école qui me rend le plus malade. Les années passent et les lieux changent, mais l'odeur reste la même. Une odeur de craie, de vieilles baskets mélangées qui me prend à la gorge et me soulève le cœur. La boule commence à fondre vers 4 heures. Et elle a complètement disparu quand j'ouvre de nouveau la porte de ma chambre. Elle revient quand mes parents rentrent et qu'ils viennent me poser des questions sur ma journée et fouiller dans mon sac pour vérifier mon agenda et mon carnet de correspondance. Mais en moins fort, parce qu'avec eux, j'ai l'habitude des crises maintenant. Enfin non, je suis en train de mentir là. Je m'y habitue pas du tout. Les crises se succèdent et j'arrive pas à m'y faire. C'est assez pénible. Comme mes parents ne s'aiment plus des masses, ils ont besoin de s'engueuler tous les soirs. Et comme ils ne savent pas comment commencer, ils servent de moi et de mes notes pourries comme prétexte. C'est toujours la faute de l'un ou de l'autre. Ma mère reproche à mon père de n'avoir jamais pris le temps de s'occuper de moi. Et mon père lui répond que c'est de sa faute à elle, qu'elle m'a trop gâté. J'en ai marre, mais j'en ai marre. J'en ai marre à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans ces moments-là, je me bouche les oreilles de l'intérieur. Et je me concentre sur ce que je suis en train de construire. Un vaisseau spatial pour Anakin Skywalker avec mes Lego Systems. Ou un appareil pour presser les tubes de dentifrice avec mon mécano. Ou une pyramide géante en capla. Après, il y a le supplice des devoirs. Si c'est ma mère qui m'aide, elle finit toujours par pleurer. Si c'est mon père, c'est toujours moi qui finis par pleurer. Bon, je vous raconte tout ça, mais je voudrais pas que vous pensiez que mes parents sont nuls, ou qu'ils s'acharnent sur moi. Non, 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 ils sont super, enfin, super. Ils sont normaux, quoi. C'est juste l'école qui gâche tout. Et d'ailleurs, c'était pour ça que je notais que la moitié des devoirs sur mon agenda l'année dernière. C'était pour éviter toutes ces crises et ces soirées de malheur. C'était vraiment la seule raison. Mais je n'ai pas osé le dire à la directrice du collège quand je me suis retrouvé en larmes dans son bureau. C'est bête. Or, de toute façon, j'ai bien fait de me taire. Qu'est-ce qu'elle y aurait compris, cette grosse dinde? Rien, puisqu'elle m'a renvoyé le mois suivant. Elle m'a renvoyé à cause du sport. Il faut dire que je déteste le sport presque autant que l'école. Pas tout à fait, mais presque. C'est sûr, vous me verriez,
Vous comprendriez mieux pourquoi les tatamis et moi, ça fait deux. Je suis pas très grand, pas très gros et pas très fort. Je dirais même plus, je suis pas très grand, pas très gros et tout mougoudou. Ça m'arrive de mettre mes mains sur mes hanches et de me regarder dans la glace en gonflant mon torse. C'est assez surprenant. On dirait un ver de terre en train de faire du bodybuilding, ou bien celui qui veut s'engager dans Astérix Légionnaire. On croit qu'il est un peu baraqué, mais quand il enlève son manteau en peau de bête, on se rend compte que c'est un pur gringalet. Quand je vois mon reflet, c'est à lui que je pense. Mais bon, je ne peux pas me prendre la tête avec tout dans la vie. Il faut bien lâcher du lest, sur certaines choses, sinon je deviendrais carrément neuneux. Et le lest, c'est en EPS que je l'ai lâché l'année dernière. Rien que d'écrire ces mots, la banane me monte au visage. Car c'est à Madame Berluron et à ses cours d'EPS que je dois le plus merveilleux fou rire de ma vie. Ça a commencé comme ça. Dubosc Grégoire, a-t-elle dit en ziotant son carnet. Oui. Je savais que j'allais encore foirer l'enchaînement et me couvrir de ridicule. Je me demandais quand tout ça finirait. Je me suis avancé, et les autres se m'étaient déjà ricanés, mais ils ne se moquaient pas de ma nullité. Pour une fois, ils riaient à cause de ma dégaine. J'avais oublié mes affaires. Et comme c'était la 3e fois du trimestre, j'avais emprunté la tenue du frère de Benjamin pour ne pas être collé. J'ai été plus collé en un an que vous ne le serez jamais de toute votre vie. Ce que je ne savais pas, c'est que le frère de Benjamin était un clone du géant vert et qui mesurait 1,90 m. Me voilà donc, en train de me dandiner dans un survêtement XXL et des tennis taille 45. Inutile de dire que j'avais mon petit succès. Qu'est-ce que c'est que cette tenue encore a gueulé la mère Berluron. J'ai pris mon hernier et j'ai dit je comprends pas, madame. La semaine dernière, ça m'allait bien, je comprends pas. Elle semblait excédée. Vous allez me faire une double roulade avant, pieds joints. J'ai fait une première galipette catastrophique et j'ai perdu une tennis. J'ai entendu les autres se marrer. Alors pour leur faire plaisir, j'en ai fait une deuxième et je me suis débrouillé pour envoyer l'autre godasse au plafond. Quand je me suis relevé, on voyait un bout de mon slip parce que mon pantalon avait glissé. Madame Berluron était toute rouge et ceux de ma classe morts de rire. D'entendre tous ces rires, ça a été comme un déclic. Parce que pour une fois, c'était pas des rires méchants. C'était des rires super, comme au cirque. Et c'est à partir de ce cours-là que j'ai décidé d'être le clown du cours de gym. Le bouffon de Madame Berluron. D'entendre les gens rire grâce à vous, ça fait chaud au cœur. Et après, c'est comme une drogue. Plus les gens rient, plus vous avez envie de les faire rire. Madame Berluron m'a collé si souvent qu'il n'y avait plus de pages dans mon carnet de correspondance. Et à la fin, je me suis même fait renvoyer à cause de tout ça. Mais je regrette rien. Grâce à elle, je me suis senti un tout petit peu heureux à l'école. Un tout petit peu utile. Il faut dire que j'ai fichu un bazar pas possible. Avant, personne ne voulait de moi dans son équipe parce que j'étais trop nul. Et après, ils se battaient pour m'avoir, parce qu'avec mes pitreries, je déstabilisais les adversaires. Je me souviens d'un jour où on m'avait mis dans les buts. Oh, quelle crise! Quand le ballon approchait, j'escaladais les filets de la cage comme un singe affolé en hurlant de terreur. Et quand je devais le remettre en jeu, je me débrouillais toujours pour envoyer le ballon derrière moi et nous recoller un but direct. Une fois même, je me suis jeté en avant pour récupérer un ballon. Bien sûr, je ne l'ai pas touché. Mais quand je me suis relevé, je mâchais une touffe d'herbe, comme une vache, en faisant « meuh ». Ce jour-là, Karine le lièvre a fait pipi dans sa culotte, et j'ai été collé 2 heures. Mais ça valait le coup. J'ai été renvoyé à cause du cheval d'arçon. C'est assez troublant d'ailleurs, parce que pour une fois, je ne faisais pas le mariole. On devait sauter sur ce gros machin en mousse en s'accrochant au poignet, et quand ça a été mon tour, je m'y suis mal pris et je me suis fait hyper mal à vous avez compris ce que je veux dire. J'avais la bistouquette en compote, quoi. Bien sûr, les autres ont cru que je faisais semblant de dire ouïe, 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 ouïe pour les faire rire. Et Berluron m'a traîné directement chez la Dirlo. J'étais plié en deux de douleur, mais je n'ai pas pleuré. Je voulais pas leur faire ce plaisir. Mes parents non plus ne m'ont pas cru. Et quand ils ont su que j'avais été mis à la porte pour de bon, ça a été ma fête. Pour une fois, ils criaient dans la même direction. Et ils s'en sont donnés à cœur joie. Quand enfin ils m'ont laissé repartir dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis par terre. Je me suis dit, soit tu montes sur ton lit et tu pleures, et tu aurais raison de pleurer parce que ta vie ne vaut rien, et que toi non plus tu ne vaux rien, et que tu pourrais mourir tout de suite sans problème, soit tu te relèves et tu construis quelque chose. Ce soir-là, j'ai fabriqué une bête monstrueuse avec plein de cochonneries que j'avais récupérées sur un chantier, et je l'ai appelée la berlue poilue. C'était pas très malin, je vous l'accorde, mais ça m'a fait du bien, et puis ça m'a évité de mouiller mon oreiller. Le seul qui m'ait consolé à ce moment-là, c'est mon grand-père. Ce qui n'a rien d'étonnant d'ailleurs. Parce que mon grand Léon m'a toujours consolé de tout depuis que je suis haut comme 3 pommes, et que j'ai l'âge de l'accompagner dans son cagibi. Le cagibi de mon grand Léon, c'est toute ma vie. C'est mon refuge et ma caverne d'Ali Baba. Quand ma grand-mère nous casse un peu les pieds, il se tourne vers moi et chuchote « Grégoire,
Ça te dirait une petite virée à Léonland ?» Et nous filons en douce sous les sarcasmes de ma grand-mère. « C'est ça, va donc intoxiquer ce petit !» Il hausse les épaules et répond : « Je t'en prie, Charlotte, je t'en prie. Nous nous isolons, Grégoire et moi, parce que nous avons besoin de calme pour réfléchir. » Et pour réfléchir à quoi, on peut savoir ? Moi, je réfléchis à ma vie passée, et Grégoire à sa vie future. Ma grand-mère se retourne, en ajoutant qu'elle préférerait être sourde plutôt que d'entendre ça. Ce à quoi mon grand-père répond toujours : « Mais mon cœur, tu es déjà sourde. » Mon grand Léon est aussi bricoleur que moi. Sauf que lui, en plus, il est intelligent. En classe, c'était une bête. Il a toujours été le premier en tout, et il m'a avoué un jour qu'il n'avait jamais travaillé le dimanche. Pourquoi ? Parce que je n'en avais pas envie, tiens. Il était le premier en maths, en français, en latin, en anglais, en histoire, en tout. À 17 ans, il a été admis à l'école polytechnique, qui est la plus difficile de France. Et ensuite, il a construit des choses gigantesques. Des ponts, des échangeurs d'autoroutes, des tunnels, des barrages, etc., etc. Et quand je lui demande ce qu'il faisait exactement, il rallume son mégot et réfléchit tout haut. Je ne sais pas. Je n'ai jamais su définir ma fonction. Disons que l'on me demandait de relire des plans et de donner mon avis. Est-ce que le truc en question allait se casser la gueule, oui ou non ? Et c'est tout ? C'est tout, c'est tout. C'est déjà pas mal, mon gars. Si tu dis non et que le barrage s'effondre quand même, tu as vraiment l'air d'un con, crois-moi. Le cagibi de mon grand-père est l'endroit où je suis le plus heureux au monde. Pourtant, c'est pas grand-chose. Un cabanon, fait de planches et de tôle ondulée au fond d'un jardin, où l'on a trop froid l'hiver et trop chaud l'été. J'essaie d'y aller le plus souvent possible. Pour bricoler, pour emprunter des outils ou des morceaux de bois, pour voir mon grand Léon au travail. En ce moment, il construit un meuble sur mesure pour un restaurant. Pour lui demander des conseils ou juste comme ça, pour rien. Pour le plaisir de venir m'asseoir dans un endroit qui me ressemble. Tout à l'heure, je vous parlais de l'odeur de l'école, qui me donnait envie de vomir. Eh bien là, c'est le contraire. Quand j'entre dans ce réduit encombré, j'ouvre grand mes narines pour respirer l'odeur du bonheur. L'odeur du cambouis, de la graisse, du radiateur électrique, du fer à souder, de la colle à bois, du tabac et du reste. C'est délicieux. Je me suis promis qu'un jour, j'arriverai à la distiller et j'inventerai un parfum que j'appellerai eau de cagibi, pour le respirer quand la vie me fera des misères. Quand il avait su que je redoublais mon CE2, mon grand Léon m'avait pris sur ses genoux et m'avait raconté l'histoire du lièvre et de la tortue. Je me souviens très bien comme j'étais blotti contre lui et combien sa voix était douce. Tu vois, mon grand, personne ne misait un copec sur cette fichue tortue. Elle était beaucoup trop lente. Et pourtant, c'est elle qui a gagné. Et tu sais pourquoi elle a gagné ? Elle a gagné parce que c'était une petite bonne femme courageuse et vaillante. Et toi aussi, Grégoire, tu es courageux. Je le sais, je t'ai vu à l'œuvre. Je t'ai vu rester des heures et des heures dans le froid à poncer un bout de bois ou à peindre tes maquettes. Pour moi, tu es comme elle. Mais on nous demande jamais de poncer à l'école, avais-je répondu en sanglotant. On nous demande que des trucs impossibles à faire. Quand il a appris pour la 6e, c'était plus le même son de cloche. Je suis arrivé chez eux comme d'habitude, et il ne m'a pas répondu quand je l'ai salué. Nous avons mangé en silence et après le café, il se décidait pas à sortir. Grand Léon ? Quoi ? On va au Cagibi ? Non. Pourquoi non ? Parce que ta mère m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Je ne te comprends pas. Tu détestes l'école et tu fais tout pour y rester le plus longtemps possible. Je ne répondais rien. Mais tu n'es pas aussi abruti qu'on le dit quand même. Si, tu l'es ? Il me parlait durement. Oui. Oh, que ça m'énerve, ça. Bien sûr, c'est plus facile de se dire qu'on est nul et ne rien faire. Bien sûr, c'est une fatalité. C'est si simple de penser qu'on est maudit. Alors quoi, quels sont tes projets maintenant ? Tu vas redoubler la 5e ? Et puis la 4e ? Et avec un peu de chance, tu auras ton bac pour tes 30 ans ? Je tripotais le coin d'un coussin sans oser lever les yeux. Non, vraiment, je ne te comprends pas. En tout cas, ne compte plus sur le vieux Léon. J'aime les gens qui prennent leur vie en main, moi. Je n'aime pas les feignants qui se font plaindre. Et puis qui sont renvoyés pour indiscipline. Ça n'a pas de sens. Renvoyer d'abord et redoublant ensuite, bravo. Joli tableau, je te félicite. Quand je pense que je t'ai toujours défendu, toujours, je disais à tes parents d'avoir confiance. Je te trouvais des excuses, je t'encourageais. Je vais te dire quelque chose, mon ami. C'est plus facile d'être malheureux qu'heureux. Et moi, tu m'entends ? Je n'aime pas les gens qui choisissent la facilité, je n'aime pas les géniards. Sois heureux, merde. Fais ce qu'il faut pour être heureux. Et il s'est mis à tousser. Ma grand-mère a accouru et je suis sorti. Je suis allé dans le cagibi. J'avais très froid. Je me suis assis sur un vieux bidon et je me suis demandé ce que je pouvais bien faire pour prendre ma vie en main. Je voulais bien tout construire, mais là, j'avais un problème. Je n'avais ni projet, ni modèle, ni plan, ni matériaux, ni outils, ni rien. J'avais juste un poids énorme sur le cœur qui m'empêchait de pleurer. Avec mon opinel, j'ai gravé quelque chose sur l'établi de mon grand-père. Et je suis reparti chez moi sans leur dire au revoir. À la maison, la crise a été plus longue, plus bruyante et plus angoissante encore que d'habitude.
On était à la fin du mois de juin, et aucun collège ne voulait me prendre en septembre. Mes parents s'arrachaient les cheveux et se crêpaient le chignon. C'était fatigant. Et moi, je me tassais tous les jours un peu plus. Je me disais qu'à force de me faire tout petit comme ça, à force d'essayer de me faire oublier, j'allais peut-être finir par disparaître complètement, et que tous mes problèmes seraient résolus d'un coup. J'avais été renvoyé le 11 juin. Au début, je suis resté à traîner chez moi toute la journée. Le matin, je regardais la 5e, ou les téléachats. Ils ont toujours des objets incroyables aux téléachats. Et l'après-midi, je relisais des vieilles BD, où j'avançais un puzzle de 5000 pièces que m'avait offert ma tante Fanny. Mais j'en ai eu vite marre. Il fallait que je me trouve quelque chose pour m'occuper les mains. Alors j'ai inspecté la maison, pour voir s'il n'y avait pas des améliorations à envisager. J'avais souvent entendu ma mère se plaindre du repassage en disant que son rêve serait de pouvoir le faire assise. Je me suis donc attelé au problème. J'ai démonté le pied de la table à repasser, qui l'aurait empêché de glisser ses jambes dessous. J'ai calculé la hauteur, et je l'ai fixé sur 4 pieds en bois, comme s'il s'était agi d'un bureau normal. Ensuite, j'ai récupéré les petits trous d'une vieille table roulante que j'avais trouvée sur le trottoir d'en face la semaine d'avant, et je les ai fixés sur une chaise dont on ne se servait plus. Je lui ai même arrangé le plateau où elle posait son fer, parce qu'elle venait de changer de modèle. Elle s'était acheté une centrale vapeur Moulinex, et je me doutais que le plateau ne serait plus assez solide. Ça m'a pris 2 bonnes journées. Après, je me suis attaqué au moteur de la tondeuse. Je l'ai entièrement démonté, nettoyé, puis remonté pièce par pièce. Elle a démarré du premier coup. Mon père ne voulait pas me croire, mais je savais bien que c'était pas la peine de la ramener chez Jardiland, que c'était juste un problème de saleté. Ce soir-là, au dîner, l'ambiance était plus détendue. Ma mère m'avait fait un croque-madame, mon plat préféré, pour me remercier, et mon père n'avait pas allumé la télé. C'est lui qui a parlé le premier. Tu vois, ce qui est agaçant avec toi, bonhomme, c'est que tu es doué quand même. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour t'aider? Tu n'aimes pas l'école, c'est un fait. Mais l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, tu le sais ça? J'ai hoché la tête. C'est un cercle vicieux. Moins tu travailles, et plus tu détestes l'école. Plus tu la détestes, et moins tu travailles. Comment vas-tu t'en sortir? Je vais attendre d'avoir 16 ans, et je remonterai mes manches. Mais tu rêves là, qui t'embauchera? Personne, je le sais. Mais j'inventerai des choses, et j'en fabriquerai d'autres. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Oh, ne crois pas ça. Bien sûr, tu n'as pas besoin d'être aussi riche que l'oncle Picsou, mais il t'en faudra quand même plus que tu ne penses. Il te faudra acheter des outils, un atelier, un camion, que sais-je encore, peu importe. Laissons là cette histoire d'argent pour le moment, ce n'est pas ça qui me préoccupe. Parlons plutôt de tes études. Grégoire, ne fais pas la grimace comme ça, regarde-moi s'il te plaît. Tu n'arriveras à rien sans un minimum de connaissances. Imagine que tu inventes un truc formidable. Il faudra que tu déposes un brevet, n'est-ce pas? Et donc, que tu le rédiges en français correct. Et puis on n'apporte pas une invention comme ça. Il faudra des plans, des échelles, des cotes, pour être pris au sérieux. Sinon tu vas te faire piquer ton idée en moins de 2. Tu crois? Je ne crois pas, j'en suis sûr. Tout cela me laissait perplexe. Je sentais confusément qu'il avait raison. Parce que vous savez, j'en ai une d'invention, qui pourrait assurer ma richesse, et celle de mes enfants, et même la vôtre peut-être. Et de quoi s'agit-il? Demanda ma mère en souriant. Vous me jurez de garder l'info top secret? Oui, dirent-ils ensemble. Jurez-le. Je le jure, moi aussi. Non, dis je le jure, maman. Je le jure. Alors voilà. En fait, ce seraient des chaussures spécialement conçues pour les gens qui marchent en montagne. Il y aurait un petit talon amovible. Tu le mettrais en position normale quand tu grimpes, et tu l'enlèverais quand c'est plat, et tu le repositionnerais au moment de descendre. Mais pas au même endroit. Devant, sous les orteils. Comme ça, tu resterais toujours en équilibre. Mes parents ont acquiescé. C'est pas idiot son truc, a dit ma mère. Il faudrait que tu te mettes en cheville avec un magasin comme Decathlon. Ça me faisait plaisir de sentir qu'il s'intéressait à moi. Mais le charme a été rompu quand mon père a ajouté: et pour commercialiser ta merveille, il faudra que tu sois bon en maths, en informatique et en économie. Tu vois? On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. J'ai continué à m'agiter comme ça jusqu'à la fin du mois de juin. J'ai aidé nos nouveaux voisins à déblayer leur jardin. J'ai arraché tant de mauvaises herbes que mes doigts avaient enflé et étaient devenus verdâtres. On aurait dit les mains de Hulk. Nos voisins s'appelaient monsieur et madame Martineau. Ils avaient un fils, Charles, qui avait juste 1 an de plus que moi. Mais je m'entendais pas avec lui. Il était toujours scotché à sa console ou à ses feuilletons débiles. Et à chaque fois qu'il m'adressait la parole, c'était pour me demander en quelle classe je serais l'année prochaine. Ça devenait légèrement agaçant à la fin. Ma mère continuait de passer des coups de téléphone pour trouver l'établissement qui aurait l'immense bonté de daigner m'accepter en septembre. Tous les matins, nous recevions des tonnes de prospectus dans la boîte aux lettres. Des belles photos sur papier glacé qui vantaient les mérites de tel ou tel collège. C'était pathétique et totalement mensonger. Je les feuilletais en secouant la tête.
Je me demandais surtout comment ils avaient fait pour prendre en photo des élèves en train de sourire. Soit ils les avaient payés, soit on était en train de leur annoncer que leur prof de français venait de tomber dans un ravin. Il n'y avait qu'une école qui me plaisait, mais elle était située à Pétaouche-Noclésois, du côté de Valence. Sur les photos, les élèves n'étaient pas assis derrière un pupitre à sourire niaisement. On les voyait dans une serre, en train de rempoter des plantes, ou à côté d'un établi en train de couper des planches de bois. Et eux, ils ne souriaient pas, ils étaient concentrés. Ça avait l'air pas mal, mais c'était un lycée de technique. Mon mal de ventre revenait sans crier gare. Monsieur Martineau m'a fait une proposition. L'aider à décoller son vieux papier peint contre un salaire. J'ai accepté. Nous sommes allés chez Kiloutou, et nous avons loué 2 décolleuses à vapeur. Sa femme et Charles étaient partis en vacances, et mes parents travaillaient. Nous étions tranquilles. Nous avons fait du bon boulot. Mais quelle fatigue. Et surtout que c'était la canicule. Être dans la vapeur quand il fait 30 degrés à l'ombre, je vous dis pas, un vrai sauna. J'ai bu de la bière pour la première fois de ma vie, et j'ai détesté ça. Grand Léon qui passait par là est venu nous donner un coup de main. Monsieur Martineau était ravi. Il disait « Nous sommes des travailleurs de force, mais vous êtes un homme de l'art, monsieur Dubosc. » En effet, mon grand-père a mis son nez dans tous les problèmes délicats de plomberie et d'électricité pendant que nous suions à grosses gouttes en proférant des tonnes de gros mots. Monsieur Martineau disait souvent « Merdus, merda, merdum, merdorum, merdis, merdis. » C'est du latin. Finalement, mes parents m'ont inscrit au collège Jean Moulin, juste à côté de chez nous. Au début, ils voulaient pas m'y envoyer parce qu'il avait mauvaise réputation. Il paraît que le niveau est nul, et que les élèves se font racketter. Mais comme c'était le seul à m'accepter, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont déposé mon dossier scolaire, et je suis allé au photomaton me faire tirer le portrait. J'avais vraiment une sale gueule sur ces petites photos. Je me disais qu'ils allaient être contents de leur nouvelle recrue au collège Jean Moulin. Un mec de 13 ans en 6e, avec les mains de Hulk et la tête de Frankenstein, ça, c'était une bonne affaire. Le mois de juillet a filé à toute allure. J'ai appris à poser du papier peint. J'ai appris à badigeonner les laits de colle. J'ai appris le mot lait. J'ai appris à les replier convenablement, à manier la roulette pour écraser les bords, à maroufler pour éviter les cloques. J'ai appris des tonnes de choses. Je peux dire aujourd'hui que je suis un as de la colle Perfax et du papier à rayures. J'ai aidé mon grand-père à démêler des fils électriques et à faire des essais. Ça marche? Non. Et là? Non. Merde. Et là? Oui. J'ai préparé des sandwichs de 60 cm de long. J'ai verni des portes, changé des fusibles et écouté les grosses têtes pendant 1 mois. 1 mois de bonheur. Il aurait fallu que ça s'arrête jamais. Et qu'en septembre, je commence un autre chantier avec un autre patron. C'était ce à quoi je pensais quand je mordais dans mon sandwich au saucisson. Encore 3 ans à tirer et bonsoir la compagnie. 3 ans, c'est long. Puis il y avait autre chose qui me tracassait. C'était la santé de Grand Léon. Il toussait de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps. Et s'asseyait pour un oui ou pour un non. Ma grand-mère m'avait fait promettre que je l'empêcherais de fumer, mais je n'y arrivais pas. Il me répondait « Laisse-moi ce plaisir, Toto. Après, je serai mort. » Ce genre de réponse me rendait fou. « Non, Toto, c'est à cause de ce plaisir que tu vas mourir. » Il rigolait. « Depuis quand tu te permets de m'appeler Toto, Toto ?» Quand il me souriait comme ça, je me souvenais que c'était la personne que j'aimais le plus au monde. Et qui n'avait pas le droit de mourir. Jamais. Le dernier jour, Monsieur Martineau nous a invités, mon grand-père et moi, dans un très bon restaurant. Et ils ont fumé 2 super gros cigares après le café. Je n'osais pas penser au chagrin de sa lolotte, si elle avait vu ça. Au moment de nous séparer, mon voisin m'a tendu une enveloppe. « Tiens, tu l'as bien mérité, va. » Je l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai ouverte sur mon lit, quand je suis revenu chez moi. Elle contenait 200 €. 4 billets orange. Ça m'a laissé tout abasourdi. Je n'avais jamais eu, ni même vu, autant d'argent de ma vie. Je ne voulais pas en parler à mes parents parce qu'ils allaient me casser les pieds avec mon livret de caisse d'épargne. J'ai caché les billets dans un endroit où personne au monde n'aurait eu l'idée de les chercher. Et j'ai commencé à cogiter. J'ai caché les billets dans un endroit où personne au monde n'aurait eu l'idée de les chercher. Et j'ai commencé à cogiter. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir m'acheter avec tout ça? Des moteurs pour mes maquettes? Ah, ça vaut la peau du dos. Des bandes dessinées? Le logiciel sans construction extraordinaire? Un blouson Timberland? Une scie sauteuse pendulaire Bosch? Ces 4 gros billets me donnaient le tournis. Et quand nous avons fermé la maison le 31 juillet au soir pour partir en vacances, j'ai passé plus d'1 heure à chercher une planque assez sûre. J'étais comme ma mère, qui tournait en rond avec les chandeliers en argent de sa grande-tante entre les mains. Je crois que nous étions un peu ridicules tous les deux. Je crois que les voleurs sont toujours plus malins que nous. Je n'ai rien d'extraordinaire à vous raconter à propos de ce mois d'août. Je l'ai juste trouvé bien long et bien ennuyeux. Comme tous les ans, mes parents avaient loué un appartement en Bretagne. Et comme tous les ans, j'ai dû remplir des pages et des pages de cahiers de vacances. Passeport pour la 6e, le retour. Je passais des heures à mâchonner mon stylo en regardant les mouettes. Je rêvais que je me transformais en mouette. Je rêvais que je volais jusqu'au phare rouge et blanc tout là-bas. Je rêvais que je devenais copine avec une hirondelle. Et qu'au mois de septembre, le 4 par exemple, comme par hasard juste le jour de la rentrée, nous partions ensemble pour les pays chauds.
Je rêvais que je traversais les océans. Je rêvais que nous... Je secouais la tête pour revenir à la réalité. Je relisais mon problème de maths, une histoire débile de sacs de plâtre à empiler, et je rêvais encore. Une mouette venait s'oublier sur l'énoncé. Splotch! Une grosse fiente blanche qui pourrirait toute la page. Je rêvais à tout ce que je pouvais faire avec 7 sacs de plâtre. Bref, je rêvais. Mes parents ne surveillaient pas de trop près mon travail. C'était leurs vacances à eux aussi. Et ils avaient pas envie de prendre un coup de chaud en essayant de déchiffrer mes pattes de mouche. Tout ce qu'ils exigeaient de moi, c'était que je reste enfermé tous les matins, le cul sur une chaise et derrière un bureau. Tout ça n'avait aucun sens. Je recouvrais les pages de ce fichu cahier de dessin, de croquis et de plans délirants. Je ne m'ennuyais pas. C'était juste que ma vie ne me faisait aucun effet. Je me disais être là ou ailleurs, quelle importance. Je me disais aussi être ou n'être pas, quelle importance. Comme vous pouvez le constater, je suis une quiche en maths, mais je me défends pas mal en philosophie. L'après-midi, j'allais à la plage avec ma mère ou avec mon père, mais jamais avec les deux en même temps. Ça aussi, ça faisait partie de leur plan de vacances. Ne pas être obligé de se supporter toute la journée. Il se passait quelque chose de pas vraiment génial entre mes parents. Il y avait souvent des sous-entendus, des réflexions ou des remarques piquantes qui nous plongeaient tous dans un profond silence. Nous étions une famille toujours de mauvaise humeur. Je rêvais de rire et de blagues à table, comme dans la pub pour l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Mais je ne me faisais aucune illusion. Quand il a fallu faire nos valises et ranger la maison, il y a eu comme un soulagement dans l'air. C'était débile. Dépenser tant d'argent et partir si loin pour être finalement soulagé de rentrer, je trouvais ça débile. Ma mère a récupéré ses chandeliers, et moi mes sous. Maintenant je peux vous le dire. J'avais roulé les billets, et je les avais glissés dans la sarbacane de mon vieil Action Man. Les feuilles ont jauni, et mon mal de ventre est revenu. J'allais donc au collège Jean Moulin. J'étais pas le plus vieux de ma classe, et encore moins le plus nul. Je me la coulais douce. Je restais dans le fond, et j'évitais de croiser la route des gros caïds de l'école. J'ai abandonné l'idée d'un blouson Timberland, parce que je me doutais bien que je l'aurais pas gardé très longtemps par ici. L'école ne me rendait plus tellement malade. Pour la bonne raison que je n'avais plus l'impression d'aller à l'école. J'avais l'impression d'aller dans une espèce de garderie zoo, où l'on parquait 2000 adolescents du matin jusqu'au soir. Je végétais en permanence. J'étais choqué par la façon dont certains élèves s'adressaient aux profs. Je bougeais le moins possible. Je comptais les jours. À la mi-octobre, ma mère a pris un coup de sang. Elle ne supportait plus l'absence de mon ou ma, je n'ai jamais su, prof de français. Elle ne supportait plus mon vocabulaire. Elle disait que je devenais de plus en plus bête chaque jour. Bête à manger du foin. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne ramenais jamais de notes. Et surtout, elle devenait hystérique quand elle venait me chercher à 5 heures et qu'elle voyait des garçons de mon âge en train de fumer des joints sous les arcades de la galerie marchande. Donc, grosse crise à la maison, cris, larmes et morve à volonté. Et en conclusion, la pension. Après une soirée houleuse, mes parents avaient décidé d'un commun accord de m'envoyer en pension. Super. À cette nuit-là, j'ai serré les dents. Le lendemain, c'était mercredi. Je suis allé chez mes grands-parents. Ma grand-mère m'avait préparé des petites pommes sautées comme j'aime. Et mon grand Léon n'osait pas m'adresser la parole. L'ambiance était morose. Après le café, nous sommes allés dans son cagibi. Il a glissé une cigarette entre ses lèvres sans l'allumer. J'arrête, m'a-t-il avoué. Oh, je fais pas ça pour moi, tu penses. Je fais ça pour mon emmerdeuse de femme. Et j'ai souri. Ensuite, il m'a demandé de l'aider à visser des charnières. Et quand enfin j'ai eu l'esprit bien occupé, il a commencé à me parler tout doucement. Grégoire? Oui? Alors tu vas aller en pension, on m'a dit? Ça ne te plaît pas? Je préférais me taire. Je n'avais plus envie de chialer comme un gros bébé de CE2. Il a pris le battant que je tenais entre les mains, l'a posé, et il a relevé ma tête vers lui en m'attrapant par le menton. Écoute-moi, Toto, écoute-moi bien. Je sais plus de choses que tu ne crois. Je sais combien tu détestes l'école. Et je sais aussi ce qui se passe chez toi. Enfin, je ne le sais pas, mais je m'en doute. Je veux dire, entre tes parents. J'imagine bien que ça doit pas être rigolo tous les jours. Je grimaçais. Grégoire, tu dois me faire confiance. C'est moi qui ai eu cette idée de pension. C'est moi qui ai mis cette idée à germer dans le crâne de ta mère. Ne me regarde pas comme ça. Je pense que ce serait bien pour toi de partir un peu, de prendre l'air, de voir autre chose. Tu étouffes entre tes parents. Tu es leur fils unique, ils n'ont que toi, et ils ne voient que par toi. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils te font à tant miser sur toi. Non, ils ne se rendent pas compte. Je crois que le mal est plus profond que ça. Je crois qu'ils devraient commencer par régler leurs propres problèmes avant de s'exciter sur ton cas. Non, Grégoire, ne fais pas cette tête-là. Non, mon grand. Je ne voulais pas te faire de peine.
Je voulais juste que tu... Ah, et puis merde, je peux même plus te prendre sur mes genoux. Tu es trop grand maintenant. Attends, écarte un peu les bras, là. C'est moi qui vais venir sur les tiens. Non, ne pleure pas. Ce serait trop triste. C'est pas du chagrin, grand Léon. C'est juste de l'eau qui déborde. Oh, mon grand, mon tout petit. Allez, c'est fini, reprends-toi, reprenons-nous. Il faut finir ce meuble pour Joseph si on veut manger à l'œil au pic-assiette. Tiens, ramasse ton tournevis. Je me suis mouché dans ma manche. Et puis, au milieu du silence, alors que j'attaquais la deuxième porte, il a ajouté « Juste une dernière chose, et après je t'en parle plus. Ce que je voulais te dire est très important. Je voulais te dire que si tes parents se disputent, ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause d'eux, et d'eux seuls. Tu n'as rien à voir là-dedans. Tu n'y es pour rien, tu m'entends? Pour rien du tout. Je peux même t'assurer que si tu étais toujours premier en classe, si tu ne ramenais que des 19 et des 20, eh bien ils continueraient à se disputer. Ils seraient juste obligés de trouver d'autres prétextes, c'est tout. » Je n'ai rien répondu. J'ai passé une première couche de bondex sur le meuble de Joseph. Quand je suis rentré chez moi, mes parents feuilletaient des prospectus et tapotaient sur une machine à calculer. Si la vie était comme dans une bulle de bande dessinée, j'aurais vu de la fumée noire au-dessus de leur tête. J'ai dit « Soir », en me dirigeant rapidement vers ma chambre, mais ils m'en ont empêché. « Grégoire, viens par là. » Au son de sa voix, j'ai deviné que mon père n'était pas d'humeur à plaisanter. « Assieds-toi. » Je me demandais à quelle sauce j'allais encore être mangé. « Comme tu sais, ta mère et moi, nous avons décidé de t'envoyer en pension. » J'ai baissé les yeux. Je pensais, pour une fois que vous êtes d'accord sur quelque chose, c'est pas trop tôt. Dommage que ce soit sur un truc aussi nul. J'imagine que cette idée ne t'emballe pas, mais c'est ainsi. Nous sommes dans une impasse. Tu ne fais rien à l'école, tu as été renvoyé, personne ne veut de toi, et le collège du quartier ne vaut rien. Il n'y a pas 36 solutions. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que c'est très cher. Il faut que tu te rendes compte que nous faisons un gros effort financier pour toi, un véritable effort. J'ai ricané dans ma tête. Oh, mais il ne fallait pas, merci, merci, mes seigneurs, vous êtes trop bons. Puis-je vous baiser les pieds, mes seigneurs? Mon père a continué. Tu ne veux pas savoir où tu vas aller? Tu t'en moques? Ah non? Eh bien, nous n'en savons rien, figure-toi. Cette histoire est un vrai casse-tête. Ta mère vient de passer l'après-midi au téléphone sans succès. Il faut trouver un établissement qui accepte de te prendre en cours d'année et qui... C'est là que je veux aller, ai-je dit en lui coupant la parole. Où là? Là! Je lui ai tendu le petit dépliant où l'on voyait des élèves travailler derrière un établi. Ma mère a remis ses lunettes. Où est-ce? À 30 kilomètres au nord de Valence. Le lycée technique de Grandchamp. Mais ils ne font pas collège? Si, il y a aussi un collège. Et comment le sais-tu? A demandé mon père. J'ai téléphoné. Toi? Bah oui, moi. Quand? Juste avant les vacances. Toi, tu as téléphoné, mais pourquoi? Comme ça, juste pour savoir. Et alors? Alors, rien. Et pourquoi est-ce que tu ne nous en as pas parlé? Parce que c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'ils prennent les élèves sur dossier. Et il est nul, mon dossier. Il est tellement nul qu'on pourrait même pas allumer un feu avec. Mes parents se taisaient. Mon père lisait le programme de Grandchamp et ma mère soupirait. Le lendemain, je suis allé en cours normalement, et puis le surlendemain, et le jour d'après aussi. Je commençais à comprendre l'expression griller un fusible. C'était exactement ça. J'avais grillé un fusible. Un bout de moi s'était éteint, et tout m'était devenu égal. Je ne faisais plus rien. Je n'avais plus d'idées, plus d'envie, plus rien. J'ai rassemblé tous mes Legos dans un carton et je les ai donnés à Gabriel, mon petit cousin. Je regardais la télé tout le temps. Des kilomètres et des kilomètres de clips. Je restais allongé sur mon lit pendant des heures. Je ne bricolais plus. Mes mains pendaient bêtement de chaque côté de mon buste maigrichon. Quelquefois, j'avais l'impression qu'elles étaient mortes, tout juste bonnes à zapper ou à ouvrir des canettes. J'étais moche, je devenais crétin. Ma mère avait raison. J'allais bientôt pouvoir manger du foin à table. Je n'avais même plus envie d'aller chez mes grands-parents. Ils étaient gentils, mais ils ne comprenaient rien. Ils étaient trop vieux. En plus, qu'est-ce qu'ils pouvaient capter de mes problèmes, grand Léon? Rien, vu qu'il a toujours été une bête, lui. Des problèmes, il en a jamais eu. Quant à mes parents, laisse tomber. Ils s'adressaient même plus la parole. De vrais zombies. Je me retenais de les secouer un bon coup pour en faire tomber. Pour en faire tomber quoi, je ne sais pas. Un mot, un sourire, un geste, quelque chose. J'étais avachi devant la télé quand le téléphone a sonné. Alors Toto, tu m'as oublié? Euh. J'ai pas très envie de venir aujourd'hui. Et alors? Et Joseph? Tu m'avais promis que tu m'aiderais à lui livrer son meuble? Oups, j'avais complètement oublié.
J'arrive, excuse-moi. Pas de problème, Toto, pas de problème. Il va pas s'envoler. Pour nous remercier, Joseph nous a offert un bon gueuleton. J'ai mangé un tartare gros comme le Vésuve, avec des tonnes de petits machins, des capres, des oignons, des herbes, du piment. Miam. Grand Léon me regardait en souriant. Ça fait plaisir à voir, Toto. Heureusement que ton vieil ancêtre t'exploite de temps en temps. Comme ça, tu peux manger à ta faim. Et toi, tu manges rien? Oh, j'ai pas très faim, tu sais. Ta grand-mère m'a encore gavé au petit déjeuner. Je savais qu'il mentait. Après, nous sommes allés visiter les cuisines. J'en revenais pas de voir la taille des poêles et des casseroles. Énormes. Et puis de grosses louches, des cuillères en bois comme des catapultes, des dizaines de couteaux rangés par ordre de grandeur et super bien aiguisés. Joseph a lancé. Tenez, voilà Titi, notre dernière recrue. Oh, c'est un bon gamin. On va se charger de lui mettre une toque sur la tête. Puis vous verrez, dans quelques années, ces couillons du Michelin viendront lui faire des risettes. C'est moi qui vous le dis. Ah, tu dis bonjour, Titi? Bonjour. Il était en train d'éplucher des 1000 milliards de kilos de patates. Il avait l'air plutôt content. Ses pieds avaient disparu sous une montagne d'épluchures. En le voyant, j'ai pensé, 16 ans, il doit les avoir, lui. En me déposant devant chez moi, Grand Léon a encore insisté. Bon, alors tu fais comme on a dit, hein? Oui, oui. Tu ne t'occupes ni des fautes, ni du style, ni de ton écriture de cochon, tu ne t'occupes de rien. Tu dis juste ce que tu as sur le cœur, ok? Oui, oui. Je m'y suis mis le soir même. Je m'en foutais pas tant que ça, puisque j'ai fait 11 brouillons. Pourtant, ma lettre était assez courte. Je vous la lis. Monsieur le directeur de l'école de Grandchamp, je voudrais être admis dans votre établissement, mais je sais que c'est impossible parce que mon dossier scolaire est trop mauvais. J'ai vu sur la publicité de votre école que vous aviez des ateliers de mécanique, de menuiserie, des salles d'informatique, une serre et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas que les notes dans la vie. Je pense qu'il y a aussi la motivation. Je voudrais venir à Grandchamp parce que c'est là que je serai le plus heureux, je pense. Je ne suis pas très gros, je pèse 35 kilos d'espoir. Au revoir, Grégoire Dubosc. Post-scriptum numéro 1. C'est la première fois que je supplie quelqu'un pour aller à l'école. Je me demande si je ne suis pas malade. Post-scriptum numéro 2. Je vous envoie les plans d'une machine à éplucher les bananes que j'ai fabriquée quand j'avais 7 ans. Je l'ai relu, et je l'ai trouvé bien nunuche. Mais je n'avais pas le courage de recommencer une 13e fois. J'imaginais la tête du directeur quand il allait lire ça. Il allait certainement penser, mais qu'est-ce que c'est encore que ce Mickey? Avant d'en faire une boulette et de la lancer dans sa corbeille. Je n'avais plus très envie de l'envoyer maintenant, mais bon, j'avais promis à Grand Léon, et je ne pouvais plus reculer. Je l'ai posté en revenant du collège, et c'est en m'asseyant pour goûter que j'ai relu le dépliant, et que j'ai vu que le directeur était en fait une directrice. Mais quel âne, ai-je pensé en me mordant la joue. Quel âne, quelle triple buse. 35 kilos de crétinerie, oui. Et après, c'était les vacances de la Toussaint. Je suis allé à Orléans chez Fanny, la sœur de ma mère. Je jouais sur l'ordinateur de mon oncle. Alors, je me couchais jamais avant minuit, et je dormais le plus tard possible. Jusqu'à ce que mon petit cousin saute sur mon lit en criant Des Yégos! On fait des Yégos? Guégois, tu viens pour qu'on fait des Yégos? Pendant 4 jours, j'ai fait des trucs en Lego. Un garage, un village, un bateau. À chaque fois que je finissais quelque chose, il était super content. Il l'admirait et puis, blang, le jetait par terre de toutes ses forces pour le casser en 1000 morceaux. La première fois, ça m'a carrément énervé. Mais quand je l'ai entendu rire, j'ai oublié mes 2 heures de perdu. J'adorais l'entendre rire. Ça rallumait mon fusible. C'est ma mère qui est venue me chercher à la gare d'Austerlitz. Une fois dans la voiture, elle m'a dit J'ai 2 nouvelles à t'annoncer. Une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? La bonne. La directrice de Grandchamp a téléphoné hier. Elle est d'accord pour te prendre. Mais il faudra que tu passes une sorte de test d'abord. Si c'est ça que t'appelles une bonne nouvelle, un test. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un test? Des confettis? Et la mauvaise? Ton grand-père est à l'hôpital. J'en étais sûr. Je le savais, je le sentais. C'est grave? On ne sait pas. Il a eu un malaise, et il le garde en observation, il est très faible. Je veux le voir. Non, pas maintenant. Personne ne peut le voir pour le moment. Il doit reprendre des forces à tout prix. Ma mère pleurait. J'avais emporté mon livre de grammaire pour réviser dans le TGV, mais je l'ai pas ouvert. J'essayais même pas de faire semblant. J'étais incapable de mettre une pensée devant l'autre et de recommencer. Le train longeait d'immenses câbles électriques sur des kilomètres et des kilomètres. Et à chaque poteau, je disais tout bas Grand Léon, 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 Grand Léon. Et entre les poteaux, je me disais Ne meurs pas, reste là. J'ai besoin de toi. Charlotte aussi, elle a besoin de toi. Qu'est-ce qu'elle deviendrait sans toi? Elle serait trop malheureuse. Et moi alors? Ne meurs pas.
T'as pas le droit de mourir. Je suis trop jeune. Je veux que tu me vois encore grandir. Je veux que tu sois encore fier de moi. J'en suis qu'au début de ma vie, j'ai besoin de toi. Et puis si un jour je me marie, je voudrais que tu connaisses ma femme et mes enfants. Je veux que mes enfants aillent dans ton cagibi. Je veux que mes enfants sentent ton odeur. Je me suis endormi. À Valence, un monsieur était venu m'attendre à la descente du train. Pendant le trajet jusqu'à l'école, j'ai appris que c'était le jardinier de Grandchamp. Enfin, le régisseur, comme il disait. J'aimais bien être dans sa camionnette. Ça sentait le gazole et les feuilles mortes. J'ai dîné au réfectoire avec les autres pensionnaires. Que des grands maous costauds. Mais ils ont été sympas avec moi. Ils m'ont donné plein de tuyaux sur le bahut. Les meilleures planques pour fumer. Comment se mettre bien avec la dame de la cantine pour avoir du rab. La combine pour monter au dortoir des filles par l'escalier de secours. Les petites manies des profs et tout ça. Ils riaient fort. Ils étaient bêtes. Mais de la bonne bêtise. De la bêtise de garçon. Leurs mains étaient belles. Avec des petites coupures partout et du cambouis sous les ongles. À un moment, ils m'ont demandé pourquoi j'étais là. Parce que plus aucune école ne veut de moi. Ça les a fait marrer. Aucune? Non, aucune. Même l'asile? Ouais, j'ai dit, même l'asile. Ils ont trouvé que j'avais une mauvaise influence sur les autres. Il y en a un qui m'a tapé dans le dos. Bienvenue au club, mec. Et après, je leur ai dit pour le test que je devais passer le lendemain matin. Bah, qu'est-ce que tu fous encore là alors? Va te coucher, gros malin, il faut que tu sois en forme. J'avais du mal à dormir. J'ai fait un drôle de rêve. J'étais avec mon grand Léon dans un super parc et il arrêtait pas de m'énerver. Il tirait mes habits en disant: Elle est où leur planque pour fumer? Demande-leur où elle est. Au petit déjeuner, j'ai rien pu avaler. J'avais du béton armé dans le ventre. Je n'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie. Je respirais tout doucement et je transpirais de la sueur glacée. J'étais brûlant et gelé à la fois. Ils m'ont fait asseoir dans une petite salle de classe et je suis resté seul pendant un bon moment. J'ai cru qu'ils m'avaient oublié. Et puis une dame m'a donné une espèce de grand cahier à remplir. Les lignes dansaient devant mes yeux. Je comprenais rien. J'ai posé mes coudes sur la table et ma tête dans mes mains pour respirer, pour me calmer, pour faire le vide. Du coup, j'avais le nez en plein sur les graffitis de la table. Il y en avait un qui disait: J'aime les gros nichons. Et un autre à côté qui disait: Moi, je préfère les clés à molette. Ça m'a fait sourire et je me suis mis au travail. Au début, ça allait, mais plus je tournais les pages, moins je trouvais de réponse. Je commençais à paniquer. Le pire, c'était un paragraphe de quelques lignes. L'énoncé disait: Retrouvez et corrigez les erreurs de ce texte. C'était affreux, j'en voyais aucune. J'étais vraiment le plus nul des nuls. C'était plein de fautes et je les voyais même pas. Il y avait une boule dans ma gorge qui remontait tout doucement, et mon nez commençait à me piquer. J'ouvrais grand les yeux. Je devais pas pleurer. Je voulais pas pleurer. Je ne voulais pas, vous comprenez? Et puis, elle est arrivée quand même. Une grosse larme que j'avais pas vue venir et qui s'étalait maintenant sur mon cahier. La garce. Je serrais les dents très fort, mais je sentais bien que j'allais craquer, que la digue allait céder. Ça faisait trop longtemps que je m'empêchais de pleurer, et que je refusais de penser à certaines choses. Pourtant, il arrive un moment où il faut bien qu'elle sorte, toute cette bouillasse que vous planquez tout au fond de votre cerveau, tout là-bas derrière. Je savais que si je me mettais à pleurer, je pourrais plus m'arrêter. Tout allait me revenir en même temps. Gros doudou, Marie, toutes ces années d'école où j'étais toujours le dernier, toujours le gros débile de service, mes parents qui ne s'aimaient plus, tous ces jours tristes à la maison, et mon grand Léon dans sa chambre d'hôpital avec ses tuyaux dans le nez et sa vie qui s'en allait peu à peu. Ah, j'étais au bord des larmes. Je me mordais les lèvres jusqu'au sang quand j'ai entendu une voix qui disait: Allons, Toto, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que c'est que ça? Veux-tu arrêter de baver comme un cochon sur ton stylo? Tu vas le noyer. Voilà que je devenais dingue maintenant. J'entendais des voix. Vous vous êtes trompé là-haut, je suis pas Jeanne d'Arc. Je suis juste un petit tocard qui pédale dans la smoule. Bon, monsieur Jérémiade, tu me préviens quand t'arrêtes ton char, qu'on puisse bosser un peu tous les deux? Mais qu'est-ce que c'était que cette histoire? J'étais entré dans la 4e dimension ou quoi? Grand Léon, c'est toi? Qui veux-tu que ce soit, gros nigo? Le pape? Mais comment c'est possible? De quoi? Bah, que tu sois là, que tu puisses me parler comme ça. Dis pas de bêtises, Toto, j'ai toujours été là et tu le sais très bien. Bon, assez plaisanté, concentre-toi un peu. Prends un crayon à papier et souligne-moi tous les verbes conjugués. Non, pas celui-là, tu vois bien qu'il se termine par ER. Maintenant, trouve leur sujet. Voilà. Fais des petites flèches. C'est bien. Réfléchis. Il faut que chaque verbe soit bien accordé. Là, regarde, le sujet c'est quoi? Oui, c'est tu. Donc, un S. C'est bien. Après, fais la même chose avec les noms communs. Souligne-les. Trouve leur déterminant et contrôle. Contrôle tout. Et les adjectifs? Ça ne te paraît pas bizarre ce bouilli i là pour des nappes ES? C'est bien. Tu vois que tu peux y arriver si tu fais attention. Retourne un peu en arrière maintenant. J'ai vu des choses affreuses en calcul. J'avais les poils des oreilles qui se dressaient tout seuls. Allez, repose tes divisions. Non, refais-la encore. Encore, tu oublies quelque chose. La retenue. Voilà, c'est bien. Voyons la page 4, s'il te plaît. J'avais l'impression de dormir éveillé. J'étais super concentré et super détendu en même temps. J'écrivais sur des nuages. C'était vraiment une sensation étrange. Voilà, Toto. Je vais te laisser maintenant. C'est la rédaction, et là, je sais que tu es beaucoup plus fort que moi. Si, c'est vrai.
Je vais te laisser. Mais attention à l'orthographe, hein. Tu fais comme tout à l'heure. Des petites flèches et des contrôles. Dis-toi que tu es le flic des mots. À chacun, tu leur demandes leur papier avant de les laisser circuler. Vous là, comment vous vous appelez? Adjectif? Et avec qui vous roulez, mon garçon? Avec des chiens? Bon alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Un S, monsieur. C'est bon, circulez. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai répondu. Ne parlez pas à voix haute, jeune homme, s'est exclamée la surveillante. Vous devez vous taire, je ne veux rien entendre. Je me suis bien relu, au moins 57 fois, et je lui ai rendu mon cahier. Une fois dans le couloir, j'ai murmuré: Grand Léon, t'es toujours là? Aucune réponse. Dans le train du retour, j'ai encore essayé, mais non. Il n'y avait plus d'abonnés au numéro que je demandais. Quand j'ai vu la tête de mes parents sur le quai, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose. Il est mort? Il est mort, j'ai demandé. Il est mort, c'est ça? Non, a dit ma mère. Il est dans le coma. Et depuis quand? Depuis ce matin. Il va se réveiller? Mon père a fait la grimace, et ma mère s'est effondrée en se rattrapant à mon épaule. Je suis pas allé le voir à l'hôpital. Personne n'y est allé. C'était interdit, parce que le moindre de nos microbes pouvait le tuer. Par contre, je suis allé chez ma grand-mère, et j'ai eu un choc en la voyant. Elle avait l'air encore plus frêle et plus fragile que d'habitude. Une petite souris, perdue dans une robe de chambre bleue. J'étais là comme un idiot, au milieu de la cuisine, quand elle m'a dit: Va travailler un peu, Grégoire. Mets les machines en route, touche les outils, caresse le bois, parle aux choses, dis-leur qu'il va bientôt revenir. Elle pleurait sans bruit. Je suis entré, je me suis assis, j'ai croisé les bras sur l'établi, et je me suis enfin mis à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes que je gardais au fond de moi depuis si longtemps. Combien de temps je suis resté comme ça? 1 heure, 2 heures, 3 peut-être. Quand je me suis relevé, ça allait mieux. C'est comme si je n'avais plus de larmes, plus de chagrin. Je me suis mouché dans un vieux torchon plein de colle qui traînait par terre, et c'est là que je l'ai revu. L'inscription de l'autre fois. Aide-moi, gravé dans le bois. Et j'étais admis à Grandchamp. Ça m'a fait ni chaud ni froid. J'étais juste content de partir, de prendre l'air, comme aurait dit mon grand Léon. J'ai fait mon sac, et je ne me suis pas retourné en fermant la porte de ma chambre. J'ai demandé à ma mère de mettre l'argent de monsieur Martineau sur mon livret. Cet argent, j'avais plus envie de le dépenser. J'avais plus envie de rien, sauf de l'impossible. Et je comprenais qu'on ne pouvait pas tout acheter dans la vie. Mon père a profité d'une de ses tournées en province pour me conduire jusqu'à ma nouvelle école. Nous ne nous sommes pas beaucoup parlé pendant le trajet. Nous savions que nos routes allaient se séparer. Vous me rappellerez dès qu'il y a du nouveau, hein? Il a hoché la tête, puis m'a embrassé maladroitement. Grégoire. Oui? Non, rien. Tâche d'être heureux, tu le mérites. Tu sais, je te l'ai jamais dit, mais je pense que tu es un type bien. Un type vraiment bien. Et il m'a serré les bras très fort avant de remonter dans sa voiture. J'étais pas le meilleur en classe. J'étais même dans les derniers. En y réfléchissant bien, il me semble que j'étais vraiment le dernier. Pourtant, les profs m'aimaient bien. Un jour, Madame Vernou, la prof de français, nous a rendu nos explications de texte. J'avais eu 6 sur 20. J'espère que ta machine à éplucher les bananes était plus performante, m'a-t-elle dit en me faisant un petit sourire. Je crois que j'étais bien vu à cause de ça. À cause de cette lettre que j'avais envoyée. Tout le monde ici savait que j'étais nul, mais que j'avais envie de m'en sortir. En dessin et en EMT, par contre, j'étais le caïd. Surtout en EMT. J'en savais plus que le prof. Quand les élèves n'arrivaient pas à faire quelque chose, c'était moi qui venais voir en premier. Au début, Jougleux le prenait mal. Maintenant, il fait comme eux. Il me demande tout le temps des conseils, c'est marrant. Ma bête noire, c'était le sport. J'ai toujours été nul, mais ici, ça se voyait encore plus. Parce que les autres étaient bons et qu'ils aimaient ça. Je ratais tout. C'est normal. Je ne sais ni courir, ni sauter, ni plonger, ni attraper un ballon, et encore moins le lancer. Rien de rien. Zéro coucouche panier. Les autres se foutaient de moi gentiment. Ils disaient: Hé, Dubosc, quand est-ce que tu mets au point une machine à te fabriquer des muscles? Ou alors: Attention les mecs, c'est Dubosc qui va sauter, préparez les pansements. J'avais ma mère toutes les semaines au téléphone. Et à chaque fois, je commençais par lui demander s'il y avait du nouveau. Un jour, elle a fini par lâcher. Écoute, Grégoire, stop. Ne me pose plus cette question. Tu sais bien que je te le dirai tout de suite s'il y avait du nouveau. Parle-moi plutôt de toi, de ce que tu fais, de tes profs, de tes copains et tout ça. Moi, j'avais rien à lui dire. Je me forçais un peu, et puis j'abrégeais la conversation. Tout ce qui ne concernait pas mon grand-père m'était devenu égal. J'étais bien, mais je n'étais pas heureux. J'enrageais de ne rien pouvoir faire pour aider mon Léon. J'aurais pu soulever des montagnes pour lui, me couper en morceaux et me laisser frire à petit feu. J'aurais pu le prendre dans mes bras et traverser la terre entière en le serrant contre mon cœur. J'aurais enduré n'importe quoi pour le sauver. Mais voilà, il n'y avait rien à faire. Juste attendre. C'était insupportable. Lui m'avait aidé quand j'en avais eu vraiment besoin. Et moi rien, que dalle. Jusqu'à ce fameux cours de PS.
Ce jour-là, c'était corde à nœud au menu. L'horreur. J'essaye depuis que j'ai 6 ans et j'ai jamais été foutu d'y arriver. Jamais pu. La corde à nœud, c'est ma honte. Quand ça a été mon tour, Momo a gueulé. Eh, venez voir! Il y a l'inspecteur Gadget qui va nous montrer ses chaussettes. J'ai regardé le haut du poteau et j'ai murmuré. Grand Léon, écoute-moi bien. Je vais y arriver. Je vais le faire pour toi. Pour toi, tu m'entends? Au 3e nœud, j'en pouvais déjà plus, mais j'ai serré les dents. J'ai tiré sur mes petits bras pleins de fromage blanc. 4e nœud, 5e nœud, j'allais lâcher. C'était trop dur. Non, je pouvais pas. J'avais promis. J'ai grogné, j'ai poussé sur mes pieds. Mais non, j'en pouvais plus. Je commençais déjà à lâcher prise. C'est à ce moment-là que je les ai aperçus. Les mecs de ma classe, en cercle, tout en bas. Il y en a un qui a crié. Vas-y, Dubosc, tiens bon! Alors j'ai essayé encore une fois. Des gouttes de sueur me brouillaient la vue. Mes mains étaient en feu. Dubosc, Dubosc, Dubosc! Il hurlait pour me soutenir. 7e nœud. J'allais lâcher. Je sentais que j'allais m'évanouir. Et en bas, il chantait le générique du dessin animé. Oh là qui va là, inspecteur Gadget, c'est lui que voilà, inspecteur Gadget. Il me donnait du courage, mais pas assez. Il me restait plus que 2 nœuds. J'ai craché dans une main et puis dans l'autre. Grand Léon, je suis là, regarde. Je t'envoie ma force, je t'envoie ma volonté. Prends-en, prends-en, t'en as besoin. L'autre jour, tu m'as envoyé ton savoir, eh bien moi, je t'envoie tout ce que j'ai. Ma jeunesse, mon courage, mon souffle, mes petits muscles hargneux. Prends-les, Grand Léon, prends tout ça, je t'en supplie. L'intérieur de mes cuisses commençait à saigner. Je ne sentais plus mes articulations. Plus qu'un seul nœud. Allez, allez, allez! Ils étaient déchaînés. C'est la prof qui gueulait le plus fort. J'ai hurlé. Réveille-toi! Et j'ai attrapé le haut du poteau. En bas, c'était la folie. Je pleurais. Des larmes de joie et de douleur mélangées. Je me suis laissé glisser en tombant à moitié. Momo et Samuel m'ont attrapé et m'ont soulevé en l'air. Oh là qui va là, inspecteur Gadget, c'est lui que voilà, inspecteur Gadget. Tout le monde chantait. Et je me suis évanoui. À partir de ce jour-là, je suis devenu méconnaissable. Déterminé, teigneux, inflexible. J'avais bouffé du lion. Tous les soirs, après les cours, je marchais au lieu d'aller regarder la télé au foyer. Je traversais les villages, les bois, les champs. Je marchais longtemps. Je respirais lentement et profondément, avec toujours la même phrase en tête. Prends tout ça, Grand Léon. Respire ce bon air. Respire. Sens cette odeur de terre et de brume. Je suis là. Je suis tes poumons, ton souffle et ton cœur. Laisse-toi faire. Prends. C'était du bouche à bouche à distance. Je mangeais bien. Je dormais beaucoup. Je touchais l'écorce des arbres. Et j'allais caresser les chevaux du voisin. Je glissais ma main sous leur crinière toute chaude. Et je murmurais encore. Prends, c'est bon pour toi. Un soir, ma mère m'a appelé. Quand le surveillant est venu me prévenir, mon cœur s'est décroché. Les nouvelles ne sont pas bonnes, mon grand. Les médecins arrêtent le traitement. Ça ne sert à rien. Il va mourir alors. Je hurlais dans le couloir du dortoir. Vous avez qu'à le débrancher, comme ça ira plus vite. Et j'ai raccroché. À partir de ce jour-là, j'ai arrêté mon cinéma. Je suis retourné jouer au baby-foot avec les mecs du foyer. Je travaillais mal. Et je ne parlais presque plus. J'étais dégoûté de la vie. Dans ma tête, c'est comme s'il était déjà mort. Quand mes parents appelaient, je les envoyais balader. Et puis hier, un mec de terminale est venu me chercher dans mon lit. Je dormais à poing fermé. Il m'a secoué dans tous les sens. Réveille-toi, mon pote. J'avais la bouche toute pâteuse. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Toto? Pourquoi tu me dis ça? Je me frottais les yeux. Parce qu'il y a un papy en bas dans son fauteuil roulant qui gueule qui veut voir son Toto. Ce serait pas toi par hasard? J'étais en caleçon. J'ai descendu les 4 étages en courant. Je pleurais déjà comme un bébé. Il était là, devant la porte du réfectoire, avec un mec en blouse blanche à côté de lui. Le mec tenait le machin de la perfusion. Et mon grand Léon me souriait. Moi, je pleurais tellement que j'arrivais même pas à lui sourire. Il a dit: Tu devrais fermer ta braguette, Toto. Tu vas prendre froid. Et là, j'ai souri. Tu as aimé cette histoire ?
Bayard Jeunesse te propose d'autres romans à écouter. Un roman pour frissonner. Attention à ne pas écouter la nuit. L'apprenti épouvanteur. Écrit par Joseph Delaney, traduit de l'anglais par Marie-Hélène Delval et raconté par Thierry Vermut. Chapitre 1. Un septième fils. Lorsque l'épouvanteur se présenta, le jour commençait à baisser. Une longue et dure journée de travail s'achevait et je m'apprêtais à souper. « Vous êtes bien sûr que c'est un septième fils ?» demanda-t-il en m'examinant d'un air dubitatif. Papa acquiesça. « Et vous étiez vous-même un septième fils ?» Papa hocha de nouveau la tête et se mit à danser nerveusement d'un pied sur l'autre, éclaboussant mon pantalon de boue et de purin. Sa casquette trempée dégoulinait. La pluie n'avait pratiquement pas cessé depuis un mois. Les arbres commençaient à bourgeonner, mais le printemps tardait à venir. Mon père était fermier, comme son père avant lui. Et le premier souci d'un fermier est de conserver ses terres. Pas question de les partager entre ses enfants. Les parcelles se réduiraient à chaque génération jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Un père lègue donc sa ferme à son fils aîné et place les autres en leur trouvant autant que possible un bon métier. Mieux vaut donc être bien vu du voisinage. Si on possède une grosse ferme et qu'on a confié au forgeron de nombreux travaux, il accepte parfois un apprenti. Ça fait déjà un fils de casé. J'étais le septième enfant, et toutes les possibilités avaient été épuisées. En désespoir de cause, papa envisageait de m'envoyer comme apprenti auprès de l'épouvanteur. C'était du moins ce que je croyais comprendre. J'aurais dû me douter que maman était derrière tout ça. Maman était derrière beaucoup de choses. Longtemps avant ma naissance, c'était son argent qui avait payé notre ferme. Comment mon père, un septième fils, aurait-il pu se permettre une telle dépense? Maman n'était pas d'ici. Elle venait d'un pays au-delà de la mer et, en l'écoutant attentivement, on remarquait sa façon particulière de prononcer certains mots. N'allez pas imaginer qu'on voulait me vendre comme esclave ou quelque chose de ce genre. J'en avais plus qu'assez des travaux de la ferme, de toute façon. Et ce que les gens d'ici appelaient la ville n'était qu'un hameau perdu au milieu de nulle part. Je n'avais aucune envie d'y passer le reste. Un roman pour découvrir la cour du roi Soleil et ses intrigues. Les Orangers de Versailles, écrit par Annie Pietri et raconté par Céline Mauge. Chapitre 1. Antoine, ta fille a presque 14 ans et elle travaille toujours pas. À son âge, mes enfants gagnaient déjà leur pain depuis longtemps. Ma parole, tu vas la nourrir à rien faire jusqu'à ses épousailles. Augustine, la femme de Gaspard le Bon, s'était plantée devant Antoine, ses grosses mains rouges bien ancrées sur les hanches. J'ai appris que la marquise de Montespan cherche des servantes. C'est une chance d'entrer au service de la favorite. Chez elle, ta fille verra le roi tous les jours. Gaspard et moi, comme tous ceux qui travaillent au jardin, on se dit que ta Marion est capable. Pense donc, une fille de jardinier qui sait lire et écrire. C'est sûr que tu es un bon père, mais tu devrais pas la laisser traîner dans le parc habillée comme un garçon à ramasser des mauvaises herbes. C'est pas comme ça que tu vas réussir à la placer. Antoine avait regardé Augustine droit dans les yeux. Elle ramasse pas des mauvaises herbes. Elle herborise.